Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Habiter la nature, c'est certes y vivre, c'est aussi en vivre. Et en vivre, c'est certes se nourrir, mais pas que. C'est aussi goûter la nature, déguster la nature, apprécier la nature dans ses meilleurs produits, qu'ils soient liquides ou solides. Et nous sommes particulièrement heureux ce matin d'accueillir 3 invités qui seront à même de parler de ce rapport goûteux à la nature. Tout d'abord, Pascaline Lepelletier, bonjour. Vous avez fait des études de philosophie, ici même, à Nantes, et vous êtes sommelière, meilleure sommelière de France, meilleur ouvrier de France, et vous dirigez un restaurant très porté sur les vins, et notamment les vins dont on va parler aujourd'hui, à New York. En tout cas, merci d'être là. Christelle Pinault, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue. Vous avez consacré un travail de thèse très original et très novateur, non seulement aux vins vivants, mais à ceux qui le font. Cet ouvrage, La corne de vache et le microscope, dont je vous recommande très chaleureusement la lecture. Et donc vous avez accepté de venir à la fois pour parler de votre expérience du vin nature et des viticulteurs qui le font, et vous avez accepté aussi gentiment de bien vouloir animer ce débat, en plus de votre contribution personnelle. Christophe François, bonjour. Vous êtes chef, très près d'ici, au Champ d'Avril, restaurant très original nantais, bien connu des Nantais, mais remarquable dans sa formule, peut-être que vous en parlerez. Et donc vous avez, vous aussi, développé dans votre façon de travailler un rapport spécifique aux produits naturels et aux produits de la région. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour en parler. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup encore d'être là. Merci. Alors en effet, on va se demander ce que peut vouloir dire goûter la nature aujourd'hui dans le contexte de l'Anthropocène. Anthropocène, c'est un terme qui était proposé au début des années 2000 par Paul Crutzen, qui a été prix Nobel de géochimie de l'atmosphère, et qui désigne une nouvelle ère géologique marquée de l'empreinte humaine. Un terme discuté, mais qui s'est néanmoins imposé et qui, de fait, au-delà d'un constat, porte en lui une critique. Alors pourquoi introduire cette discussion avec ce terme anthropocène et pas celui de nature, qui est donc le thème de cette journée ? Eh bien parce qu'il y a un lien très étroit entre les deux. L'anthropocène résulte d'une vision du monde, de choix, d'options, qui ont conduit à une césure avec ce qu'on appelle la nature, en la considérant comme une marchandise, en l'observant comme une sorte de peinture extérieure à soi, en cherchant à la maîtriser, à la dominer, en posant des frontières entre les espèces, les genres, toutes sortes de vivants. Alors quel lien avec notre discussion à venir ? Eh bien le vivant précisément. Cette attitude a donc modifié notre rapport au vivant et à la diversité du monde. Plutôt que de le goûter avec parcimonie et intensité, qui pour moi n'est pas un oxymore, il a été dévoré, ce monde. Or, nos invités, chacun à leur manière, s'attachent à retisser des liens avec les goûts du monde, sans dévoration excessive, en choisissant des produits issus d'une nature, on va quand même garder le concept, non synthétique, et qui suit les rythmes, les saisons, la saisonnalité. Alors depuis vendredi, pour certains qui ont pu assister aux précédentes conférences, on a beaucoup questionné le concept même de nature pour savoir si elle existait vraiment, pour qui, de quelle manière, ne peut-on pas aller voir par-delà, comme le propose l'anthropologue Philippe Descola. Entre les deux pôles du dualisme et du monisme, il y a effectivement des multiplicités d'êtres au monde, de nouvelles relations à envisager peut-être. Et tout cela raconte des histoires d'attachement à cette terre qui offre encore la possibilité d'exister. Alors toutes les tentatives d'exploration au-delà de cette terre, bien sûr, sont exaltantes, mais elles nous rappellent aussi dans le même temps combien nous y sommes attachés à cette terre, physiquement, symboliquement et goulûment. Et c'est précisément ce qui va nous intéresser pour évoquer donc ces façons de goûter la terre en version solide ou liquide, comme ça a été dit tout à l'heure. J'ai donc à mes côtés 2 spécialistes, je vous les représente un petit peu à ma manière aussi. Donc Christophe François, chef du restaurant Les Champs d'Avril à Nantes, qui propose des menus mystères et des bouteilles mystères de la nature peut-être. Son travail résulte d'une étroite collaboration avec les éléments de cette nature culture. Et puis, donc il en a une définition effectivement clairement gourmande. Et puis Pascaline Lepelletier, meilleur ouvrier de France 2018, catégorie sommellerie, meilleur sommelier de France 2018 et première femme
à être lauréate de ces 2 catégories. Attachée à la région, où elle a fait ses études de philosophie, et puis de sommellerie. Elle travaille à New York donc depuis une dizaine d'années, lieu où elle a développé la connaissance, ça a été dit, donc des vins élaborés sur des modes nature, on va quand même utiliser ce mot, même si on va le questionner, et ou issus de la biodynamie. Alors des vins qui n'ont pas le goût des produits chimiques de synthèse, qui invitent à repenser la notion de terroir, notion aussi complexe et polymorphe de fait que celle de nature, qui est aussi cuisinée à toutes les sauces et notamment marketing. Donc, je vais bientôt interrompre cette longue introduction pour laisser la parole aux invités. Donc, on va suivre vos parcours donc dans la grande marmite nature, vos histoires de goût et peut-être pour respirer un petit peu, puisqu'on est en fin de matinée et que l'heure est assez idéale pour déguster, même si là, on va déguster en pensée. Mais précisément, ce serait quoi ici et maintenant, votre vin idéal à déguster, Pascaline et Christophe? Bien, bonjour à tous. Quel serait mon vin idéal? Écoutez, on est dans une région incroyable de vin, malheureusement qui a été ternie pendant quelques décennies. Mais voilà, moi j'irais sur un très très beau muscadet de terroir. Vous avez juste au sud de Nantes un des plus grands vins du monde, un vin de garde, un vin de plaisir. Un vin unique qu'on peut reconnaître à l'aveugle et qui nous enchante. Moi, je l'appelle presque de l'eau minérale, de l'eau de roche. Donc, je dirais sur un muscadet de terroir, peut-être sur des granites, sans intrants, travaillé du côté de Château-Thébault de Clisson. Donc voilà, petit 2018 parce que c'est un grand millésime. Christophe. Moi, pour la peine, je voudrais plutôt un gros plan, donc plutôt la base. Le gros pan, le gros pet, comme on l'appelle par ici, c'est ce vin de copain. À cette heure-là, c'est le moment idéal pour prendre quelques huîtres, se revigorer avec ça. Le gros plan, pour moi, c'est quelque chose de super salin, très citronné. Et en fait, le dimanche matin, je crois que c'est vraiment à cette heure-là, c'est vraiment le vin plaisir. Effectivement, c'est le vin plutôt facile à boire, etc. Et je rejoins Pascaline. Moi, il y a 13 ans qu'on est arrivé ici et je trouvais que le muscadet, autrefois, dans la vision que j'avais de ce vin-là dans notre région parisienne, c'était pas terrible. C'était le vin qui nettoyait l'inox et faisait briller les carreaux, comme on disait. Mais surtout qu'on ne le buvait pas. Je suis arrivé sur le terroir, on a dégusté, on a découvert, on découvre pas mal de vignerons, ça fait longtemps, une question de terroir. Et c'est un vin qui est magique. Quand tu as dit que c'est le plus grand vin du monde, on n'est pas loin de la vérité. C'est très très beau. Il y a seulement les vignerons, certains le savent, qu'ils ont des vins magiques, d'autres le pensent et vont commencer à le faire de plus en plus. Il y a eu une énorme progression dans ce vin-là et nous on est très contents d'en proposer énormément à notre carte et j'en veux de plus en plus. Et il n'y en a pas tant que ça, de la folle blanche, gros plan. Non, ils arrachent les pieds de gros plan, c'est, je pense, une bêtise. Il y a eu l'air muscadet, je pense qu'il y a l'air gros plan qui va arriver et en fait quand on va le redécouvrir, ça va être simplement magique. Qu'est-ce qu'on pourrait déguster en matière solide avec ces vins, par exemple? Interview croisée. On se met en jambe. On se met en jambe. Écoutez, avec ces vins, c'est pareil. On t'a parlé d'huîtres, mais il y a des huîtres. Il y a une expérience que vous pouvez faire au quotidien. Et quand travailler, c'est toujours pareil. Quand on travaille à l'étranger, on se rend compte qu'on a de l'or dans les mains et qu'il y a une diversité incroyable des produits de qualité. Et là, en France, entre toutes les qualités d'huîtres que vous avez sur la grande côte atlantique, vous mettez 3, 4, 5 muscadets, peut-être un gros plan quand même, et vous faites des petits... et vous faites des accords entre des rillettes de Bellon, vous allez sur des plats, vous allez sur des grasses, et vous travaillez avec ces muscadets de terroir, et vous redécouvrez un univers incroyable. Vous avez un nouveau palais. Donc voilà, je m'amuserai à prendre 3-4 bouteilles, 3-4 variétés d'huîtres, et envoyer avec un petit beurre de baratte peut-être, issu de vache pinoire, et un beau pas de seigle maison, un truc comme ça. Ouais. Oui, elle parle d'huîtres, je rebondis là-dessus. En fait, les huîtres, comme les vins, il y a un effet terroir. J'ai un copain qui est sur Noirmoutier et qui un jour m'a fait découvrir les huîtres de Noirmoutier, qu'en fonction d'où elles ont été produites, vous avez vraiment une vraie différence sur les terroirs. Alors simplement, rien qu'à Noirmoutier. Donc imaginez tout en France cet effet terroir, comment ça marche. Pour ma part, avec le muscadet, je parlerai... alors, une volaille, c'est vrai que ça peut être très bien sur un joli muscadet qui est un peu plus ancien, on peut aller sur des volailles. J'aime beaucoup la langoustine aussi crue.
juste avec un trait de citron vert, mariner une petite huile de noisette, cette langoustine qu'on a décortiquée à cru, qu'on fait mariner avec ça, un petit peu de sel, un peu gélie poivre, et qu'on déguste avec un muscadet. Ça, c'est vraiment un accord aussi qui est très très gourmand et c'est super bon. Alors là, déjà, on se sent un peu mieux. Enfin, je pense. Alors, c'est peut-être le moment de dire ou d'essayer de tenter de définir peut-être, le faut-il, on va voir, à quoi correspond ce mot nature par rapport associé au vin. Quand on parle de vin nature, qu'est-ce que vous entendez, Pascaline ? Alors, c'est pas une question facile, je sais. Ouais, c'est pas une question facile. mais on va commencer à en parler. Je vais peut-être me permettre de faire peut-être 30 secondes au niveau du vin. Je suis désolée, j'ai l'habitude de parler à des professionnels du vin, donc je vais essayer de simplifier un petit peu la chose. Le vin, c'est un petit peu un mystère. Quand moi j'ai des clients qui arrivent au restaurant, ils pensent que le vin c'est juste fait avec des raisins fermentés. Voilà. C'est un produit dans la chaîne agroalimentaire qui n'a pas d'obligation d'étiquetage de ces agents technologiques ou des additifs qui peuvent être utilisés. Quand vous allez au supermarché, vous allez acheter un jus de raisin, un jus de pomme, un jus d'orange, vous pouvez faire le choix dans les produits que vous allez consommer, vous pouvez regarder l'étiquette et vous dire, ah bah tiens, ça c'est un 100% jus d'orange frais, pressé, ou ça c'est avec une base de purée, on ajoute de l'eau, on ajoute des sucres, on ajoute des colorants et tout ça, et en fonction de vos affinités, vous allez prendre l'un ou l'autre. Vous regardez une bouteille de vin, et ben vous n'aurez pas ça. Vous aurez une mention obligatoire qui contient des bisulfites. Et donc en fait, il y a une espèce de mythologie par rapport au vin. Et le vin a historiquement en fait été un produit par l'humain qui a été quasi depuis l'origine un peu trafiqué. Parce que quand vous pensez qu'est-ce que c'est que le vin, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une matière organique, c'est un jus de raisin qui est voué à la décomposition, comme n'importe quoi. Et c'est quelque chose qu'on va essayer, grâce à un processus incroyable qui sont les fermentations, de stabiliser pour un temps T, avec un goût T, aussi longtemps que possible. D'accord ? Donc il y a une espèce d'état de grâce du vin, et on va le mettre en bouteille à ce moment-là, et c'est ce moment T qu'on va essayer de prolonger un maximum avec des évolutions de bouteilles et tout ça, mais on va essayer de stabiliser ce moment, parce que le vin, quand ça va évoluer, ça va aller vers le minéral. On passe de cet organique vivant, et des bouteilles de vin qui ont 100, 200, 300 ans, à la fin, ça va être de l'eau, et ça va être des matières précipitées organiques. Donc on va aller du vivant vers la mort, si vous voulez, d'une certaine manière, très grossière. Pour stabiliser, pendant très longtemps, on a utilisé des produits relativement naturels, c'est-à-dire qu'on avait le vin, ça fermentait spontanément. Le vin aussi, je me permets une digression d'une seconde, est fait avec du raisin, pas avec d'autres fruits, même s'il y a peut-être des vins de myrtille ou de l'ananas, parce que le raisin a une composition chimique très particulière, avec un taux de sucre très particulier, qui permet d'avoir de l'alcool entre 10, 15, 16 degrés naturellement par la transformation des levures. Et il a aussi la présence d'acide tartrique. C'est le fruit au monde qui a le plus d'acide tartrique. Et l'acidité, c'est naturellement un préservateur du vin. Donc cette présence d'acide tartrique va permettre, parmi tous les fruits au monde, de produire de manière relativement aisée une boisson alcoolisée qui va être stabilisée par cette présence d'acide tartrique et d'alcool, qui va permettre d'avoir un milieu microbien relativement stable. Donc l'humain a compris ça assez rapidement, il y a 8000 ans en Géorgie et tout ça, et on a trouvé des manières petit à petit de stabiliser ce vin. On a ajouté des fruits, on a ajouté des épices qui avaient aussi ces propriétés stabilisantes et tout ça. Depuis la révolution industrielle et depuis la révolution vraiment industrielle qui va dans l'agroalimentaire, en fait, on a multiplié les produits qui permettaient de stabiliser ce vin. Et petit à petit, avec l'œnologie moderne, on a aussi trouvé des produits qui permettaient de garantir des goûts. Parce que le problème, quand vous faites un vin sans rien avec les levures et tout ça, vous n'avez pas forcément de garantie d'année en année, parfois même de bouteille en bouteille, du goût. Ça va évoluer. Il y a des petites levures qui vont donner certains goûts, d'autres qui vont donner de goût et tout ça. Donc cette stabilisation était n'était pas en fait si stable que ça. Et l'œnologie moderne et les techniques modernes ont permis de garantir une stabilité grâce à environ, on va dire, 110 agents technologiques et ou additifs qui aujourd'hui peuvent être ajoutés dans le vin et qui vont stabiliser ce vin.
Alors on va faire, si vous voulez, ce que je donne comme équivalent, c'est des prêts à boire. Vous ouvrez la bouteille, vous l'achetez, vous achetez 12 bouteilles au supermarché, toutes les 12 bouteilles vont goûter toutes pareilles, vous êtes content, vous les goûtez demain, vous les goûtez dans 6 mois, vous goûtez pareil. C'est stabilisé, d'une certaine manière, c'est mort. Il y a beaucoup de produits. L'un des produits qu'on utilise beaucoup, c'est le bisulfite. Mais une des raisons pour lesquelles on a aussi beaucoup stabilisé, c'est parce que la viticulture a beaucoup changé. Et après la guerre, en fait, on a eu des excès de molécules chimiques, notamment on a eu beaucoup d'essais au niveau des azotes, des potasses et tout ça, qui étaient des produits chimiques utilisés dans l'industrie militaire. Il a fallu retrouver un marché pour utiliser ces produits. On sortait d'une crise agroalimentaire très très forte et on est passé d'une viticulture un petit peu paysanne, de polyculture, où il y avait une vraie biodiversité au niveau des plantes et un vrai rapport écologique à la production, à quelque chose de beaucoup plus industriel. Ça a donné des raisins qui n'avaient pas forcément la qualité des nutriments pour en fait faire des fermentations sans rien faire. Donc il a fallu encore plus les aider. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec sur le marché une très grosse dominante. Alors je vais vous donner juste un ordre d'idée pour que voilà, c'est assez marquant, mais je pense que à l'heure actuelle, peut-être que tu auras un chiffre un peu plus précis, mais 85 à 90% des vins au monde sont des vins technologiques avec intrants. Avec intrants et nombre d'intrants et qui ont été jusqu'à un excès en fait. Et il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, nous avons eu des pionniers qui se sont rendus compte que ces vins ne goûtaient plus pareil, ont creusé, se sont rendus compte qu'ils ne goûtaient plus pareil parce que la viticulture n'était plus la même. Un monsieur dans le Beaujolais qui s'appelle Jules Chauvet a été notamment un des pionniers de la prise de conscience des excès de cette viticulture industrielle. Et ça a commencé un mouvement qu'on a appelé le mouvement des vins nature. Alors le concept est très problématique parce qu'évidemment le vin, c'est pas de la nature, le vin c'est de la culture parce qu'il y a un art du vin, il y a une intervention humaine même qui est souvent physique et pas chimique. Ça veut dire qu'on n'ajoute pas des produits, mais on intervient à des moments très spécifiques de la production du vin. Et ce mouvement a grossi parce que ce mouvement a parlé. Et ce mouvement a vraiment pris une ampleur assez importante dans les fin des années 90, 2000 et aujourd'hui ça a explosé. Un mouvement où on dit on veut retourner à un vin qui est juste fait avec la capacité de la nature de transformer un raisin cultivé dans une biodiversité, raisin de qualité, sans aucun intrant. Et ça, c'est le mouvement dont on parle aujourd'hui. C'est un très gros mouvement. Donc je m'excuse, je voulais juste replacer un petit peu ce qu'était la vinification. Et donc le mouvement nature, c'est ça. Parce que c'est possible. C'est possible de faire ces vins sans ajout de produits, et parce que je l'ai un petit peu utilisé, mais de produits de synthèse. C'est-à-dire que le nombre d'additifs qu'on utilise sont des additifs de chimie de synthèse qui ont un effet au niveau de la structure du vin, on a un effet au niveau de la façon dont on boit le vin, on goûte le vin, on absorbe le vin. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui malheureusement est devenu tellement commun qu'on en a perdu le goût, on en a perdu l'usage de notre capacité à les différencier. Voilà. Donc là, on a compris qu'on était déjà dans l'opposition à ce qu'on peut appeler des vins conventionnels, pour donner quelques clés aussi de compréhension. Donc des vins qui sont bio, de fait, avec ou sans label, mais qui vont bien au-delà du vin et qui peuvent aussi être associés à des pratiques de la biodynamie. Définir ou ne pas définir le vin nature, est-ce que c'est important de définir ce que peut être le vin nature? C'est une question brûlante puisqu'il y a un récent syndicat de défense des vins naturels qui est né aussi dans ce contexte-là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors peut-être que pour vous, ça semble un petit débat d'experts. En même temps, on parle de nature, on parle du concept de nature dont il faudrait s'éloigner peut-être, laisser tomber. On a évoqué ça depuis vendredi aussi, on l'a entendu, aussi bien de la part de philosophes, d'anthropologues que de jardiniers. Qu'est-ce qu'on en fait de ce mot? Moi, personnellement, je mets des guillemets, déjà. Oui, je mets des guillemets. Moi, j'appelle ça aussi des vins vivants. Des vins vrais, des vins réels. Donc, on va sur un problème conceptuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nombre des problématiques qu'on a au niveau de notre petit monde du vin, c'est quand même une difficulté à définir par un concept limitant. Peut-être qu'on viendra sur le problème justement du concept dans sa capacité à capter le vivant. Aujourd'hui, il faut bien vous dire qu'on est dans une société qui rattrape très facilement des mouvements très
en pleine vogue et en plein succès. Et aujourd'hui, on est en train de fabriquer du nature artificielle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le vin c'est un petit peu le produit de luxe de l'agriculture. Voilà, c'est le côté un petit peu flamboyant, c'est le côté luxe, parce que c'est comme aujourd'hui un produit de luxe. On n'est plus dans le vin aliment aujourd'hui, on est dans le vin qui n'est plus nécessaire à la santé et ou à l'absorption calorique nécessaire à la vie humaine. Et aujourd'hui, les gros lobbies de vin qui font ces vins qui sont une catastrophe en termes écologiques et sociaux sont en train de récupérer le concept et sont en train de vous vendre des vins sans soufre et des vins comme ça, faits à l'absolue encontre du mouvement originel que ces vins nature voulaient au départ, qui était réapprendre un rapport à la capacité humaine de se nourrir de cette nature, de faire pousser un produit, de faire pousser une plante, de le faire pousser de manière productive, de pouvoir avoir une récolte de qualité de manière relativement constante d'une année à une année. Et donc ce mouvement était vraiment par rapport à cette base-là. Comment peut-on se nourrir de cette nature ? Comment peut-on, sur le long terme, lui rendre aussi sa capacité à nous nourrir, donc vivre en harmonie avec la nature, ne pas être maître et possesseur, comme maître et possesseur. Et donc ces nouveaux vins nature industriels nient totalement cette volonté de réapprendre à faire partie de cet environnement. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une société qui, si elle ne se défend pas, va dans des aberrations où les gens qui essayent d'avoir cette différence vont être à nouveau proscrits ou vont avoir des problèmes légaux et tout ça. Donc on est dans un espèce de carrefour qui doit probablement passer par des définitions légales qui vont peut-être garantir un moment de transparence, parce qu'au final, il faut bien se dire que le gros problème, ce ne serait pas au vin nature de se défendre, ce serait au lobby industriel de mettre sur les étiquettes ce qu'ils font. Comme ça, vous avez la décision en tant que consommateur éclairé de ne choisir ou de ne pas choisir. Mais en fait, on marche sur la tête. C'est l'inverse qui est en train de se passer. On va venir au goût. Je ne vous oublie pas, Christophe, mais juste comme dans la logique de pensée. Donc, Pascaline, donc tu as fait une maîtrise de philosophie ici à Nantes avec Denis Moreau qui est présent sur la philosophie du langage chez Bergson. Quelle correspondance il y en a avec les vins nature ? Il y en a plusieurs. Moi, mon épiphanie au niveau du vin, en fait, a été j'ai eu beaucoup de chance. C'était un verre de Château Yquem 1937. Donc Château Yquem, c'est un très grand vin du Bordelais. C'est un cru historique, ce qui fait avec un cépage qu'on appelle Sémillon Sauvignon. C'est un vin de dessert. Transcendé par la magie d'un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, la pourriture noble, qui permet de garder les vins. Et donc, l'épiphanie, elle s'est passée à ce moment-là, quand j'étais hors de la philo. Quand j'ai goûté ce vin, j'ai eu, je pense, l'expérience... peut-être que j'ai bu trop de vin, mais l'expérience de la durée. Je me suis dit, il y a eu une sensation de vitalité dans la dégustation. Ce moment-là est resté gravé dans ma tête. Les secondes sont devenues des heures. Il y a eu une transcendance où subitement j'ai goûté quasiment le soleil de l'époque de 37, encore vivant dans cette gorgée de vin. Il y a une espèce d'explosion. Je ne pouvais pas mettre de mots, je ne pouvais pas conceptualiser, je ne pouvais pas dire ça sent la mirabelle et le miel d'acacia. Ça ne marchait pas comme ça. Ça a interpellé des sensations même visuelles et auditives que je n'avais pas eues. Et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'une gorgée de vin puisse me donner cette sensation-là. Et ça allait au-delà peut-être de même de ce qu'on pouvait ressentir avec de la musique ou de l'art, parce que non seulement je le ressentais, mais je l'ai absorbé. Je l'ai bu. Je l'ai vraiment absorbé. Et donc ça a été mon premier relation, et je me suis dit, ça doit être la durée bergsonienne. Bergson devait boire de l'Yquem. C'est cool. Et après... plus ça a été, donc je me suis mis vraiment dans le vin.
Et plus je me suis rendu compte en fait que les vins qui m'attiraient étaient des vins très différents des vins qui étaient traditionnellement décrits par les mots. Et les vins décrits par les mots, les vins notamment conventionnels, sont pour moi des vins de temps, donc des vins, si on peut faire la différence temps-durée, des vins 1 plus 1 plus 1 plus 1, des temps mathématiques, qui ont été façonnés d'une manière à être des briques qui s'emboîtent, avec des odeurs et des arômes très faciles à déterminer, sur lesquels on peut placer des mots et des concepts, très facilement. C'est un vin blanc, parlons des muscadets dont tu parlais, les muscadets malheureusement des années 90, qui étaient une catastrophe sans nom, sur une grosse partie des gros metteurs. Voilà, on pouvait dire, ça c'est un vin qui va sentir le citron pas mûr, ça va sentir la fleur d'acacia, un tout petit peu qui commence juste à faner, on va avoir le sel, on est sur une acidité qui est comme ça, on est sur un alcool qui est comme ça, bam, 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 bam. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école de sommellerie. Et les vins par lesquels j'étais attirée, petit à petit, même de plus en plus, parce que j'ai la chance d'avoir une carrière très classique de vin d'icônes traditionnels, conventionnels, et de vin sans intrants très rapidement, je me suis rendu compte que les vins nature, ou ces vins avec très peu d'intrants, si ce n'est un tout petit peu de bisulfite, je ne pouvais pas placer ces mêmes mots. Il y avait un échec conceptuel, en fait, de la façon de les décrire en termes à la fois linguistiques, mais aussi en termes quantitatifs. En France, on est très sur le mot, sur le concept. Moi, je travaille aux États-Unis, ils sont très sur la quantité. C'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et en fait, ces deux approches étaient extrêmement limitantes sur la capacité que j'avais d'exprimer, de transmettre à mes clients, parce qu'au final, je fais énormément de... Mon travail, c'est beaucoup de psychologie et c'est beaucoup de travail sur les mots, parce que je vais vous expliquer un vin en 30 secondes avec un vocabulaire certain, et je ne pouvais pas avec ces mots. Donc la philosophie du langage, subitement, en fait, je retrouvais des problématiques un petit peu bergsoniennes de l'échec du concept, des faux problèmes, de l'échec des mots sur le vivant, parce que ça ne marchait pas. Et ça m'a amené à rencontrer des gens qui essayaient d'avoir d'autres appréhensions, d'autres façons de comprendre et de parler de ces vins. Donc voilà, ça m'a... Il y a eu deux ou trois petits trucs. J'ai réinterprété un peu Bergson quand même. Adaptation. Adaptation. Alors, comment on développe un goût pour les produits de la nature, étant entendu que les goûts sont les fruits de construction sociale. Bon, sur ce point, à peu près... tous les travaux de socio, psychophysiologie, anthropologie du goût s'accordent sur ce point. Il s'est construit, de fait, comment votre goût pour la nature, Christophe François ? Juste, je vais revenir à ce que disait Pascaline tout à l'heure. Effectivement, quand a dit aux vignerons, c'est pas à eux de mettre encore des labels pour dire ils font normal. Pour nous, la restauration, c'est pareil. Actuellement, on a beaucoup de labels, de critères de qualité, mettre machin, mettre ceci, mettre cela, toujours pour se défendre. À la rigueur, c'est toujours aussi pareil. Le même problème dans la restauration, c'est pas à nous, ceux qui faisons des produits faits maison, faits avec nos mains, de se défendre et dire je dois mettre un label parce que je fais ma normalité. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Pareil, quand elle a fait sa découverte sur ses vins, moi aussi, ça a été pas mal de fois dans ma carrière. Le vin, j'en ai dégusté par mes parents, mes grands-parents, on en parlera tout à l'heure. Et puis du coup, ça a été ces révélations. Je crois qu'à un moment donné dans sa vie, on goûte un vin et pareil, il y a une émotion, il y a un flash, il y a des passions. Dans mon restaurant, il y a des bouteilles qui sont affichées en hauteur, qui sont signées et qui, c'est des moments où j'ai partagé quelque chose avec quelqu'un. On a bu cette bouteille avec quelqu'un et ça reste gravé dans nos mémoires. Certaines bouteilles sont prestigieuses, d'autres moins, peu importe, c'est ce moment partagé. Ça a beaucoup d'importance à mais ce côté humain, le rapport humain et côté du vin. Et concernant la nature, pour ma part, avec la cuisine, elle est venue toute petite avec mes grands-parents qui sont du Maine-et-Loire parce que j'ai des origines de là-bas et une partie du Morbihan, qui m'ont amené à bien manger dans du bon sens. C'est le terme que je vais employer pas mal de fois. Un terme compliqué, attention. Bon le terme bon sens. Chacun a sa propre perception. Ouais, justement définition du bon sens de mon grand-père qui nous emmenait dans son jardin. On avait le droit à un poirier et un pommier par chaque petit enfant où on prenait nos pommiers et notre poirier. Et petit à petit, j'ai été éduqué par mes parents et grands-parents à travers la nature. J'ai des parents et grands-parents qui sont chasseurs, qui ont été dans la nature, où j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses dans cette nature. Le transmettre, la transmission, telle plante, tel champignon, pourquoi on le ramasse à tel moment, etc. Et ça m'a construit ma vie
pour pouvoir, quand j'ai commencé à faire mes études de cuisine, pouvoir les amener dans ma cuisine et dans ce que je veux faire après. Ce que je fais avec mes enfants, avec mes filles, quand on va en forêt, quand on va à la plage, quand on va, etc., de leur dire ça, c'est telle chose. C'est le côté de transmission pour qu'elles, plus tard, elles aussi, elles puissent le transmettre à d'autres. Voilà, c'est une chose que ma définition un petit peu succincte de la nature. Alors, et la construction aussi dans votre parcours. Vous avez une position dans cette nature qui est prédatrice quand même. La nature et la disposition. Ça fait longtemps que j'ai compris que cette terre nourricière, pour nous, en cuisine, d'abord on travaille de la nourriture. C'est quelque chose qui m'interpelle parce qu'il y a des gens sur cette planète qui n'ont pas accès à cette nourriture correctement. Donc on fait attention à travailler les produits entièrement. Ça, c'est une question déjà de bon sens. Pour moi, lorsqu'on utilise un poisson, on doit le travailler entièrement, c'est-à-dire qu'on a le filet, bien sûr, on a peut-être le ventre qui est peut-être un moins joli morceau, où on va le travailler en rillettes ou en brandade, etc. Les arêtes qu'on va trier en fumée, les écailles qu'on peut faire frire, qu'on va apporter du croustillant, et de rendre simplement ce poisson, de l'avoir travaillé entièrement. Et tout est fait comme ça dans ma cuisine, ou un légume, quand vous faites un chou-fleur, vous avez les fleurettes, mais vous avez aussi le cône à l'intérieur. Je vous invite à le garder et à le manger. Vous allez voir, c'est un petit goût d'amande croquant qui est super intéressant. Et les feuilles extérieurement, vous pouvez les utiliser dans une soupe sans problème. Donc des arêtes soufflées. Non, des écailles soufflées. Des écailles soufflées. Des écailles soufflées. Ça apporte du croustillant, en fait. Voilà. Il faut les faire sécher et après, vous les faites frire et vous avez beaucoup de croustillant et on peut les manger. Bon. Comment elle a surgi, la nature on a compris un petit peu, mais dans ton parcours, Pascaline, à quel moment tu as eu le sentiment d'être avec, d'être dedans, d'être comment avec? J'ai eu la chance de faire des études de sommellerie à Angers, qui est nous sommes dans une région incroyable aujourd'hui en termes de pionniers des alternatives agricoles, notamment dans le vin. Et donc, quasi immédiatement, en fait, parce que j'ai eu la chance de travailler donc, dans un étoilé historique où j'étais en fait en mention complémentaire. Donc, après mes études de philo, j'ai fait des masters en hôtellerie et restauration. Enfin, j'ai fait plein de trucs universitaires qui m'ont un peu... Et en fait, je me suis rendu compte que il fallait vraiment que je retourne sur le terrain. Donc, je suis allée à 25 ans, j'ai commencé à travailler en restaurant, en fait. Et ce restaurant était un 2 étoiles qui existe encore en Bretagne, mais qui n'a plus ces 2 étoiles, avec un chef fantastique qui s'appelait Jacques Torel, et qui avait une cave exceptionnelle. On avait 3000 références à la carte, et c'était tous les noms que vous voulez, des verticales, choses qui allaient jusqu'au 19e siècle, enfin des vins incroyables. Mais voilà, il y avait certains vins très classiques, très conventionnels. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant de sommellerie où j'allais une semaine par mois, qui était à Angers, qui nous a tout de suite, étudiants, emmenés chez des vignerons qui déjà étaient pionniers en réflexion sur l'agro-diversité. Et lorsque vous allez dans la vigne et que vous allez voir vraiment la vigne pousser à des périodes un peu critiques et que vous voyez des sols morts, même la mousse ne pousse plus. Et on sait bien que quand mousse et lichen ne poussent pas, alors que ce sont généralement les premières plantes à repousser sur des surfaces relativement toxiques, que vous marchez sur le sol, que c'est une autoroute, que c'est dur comme du ciment, que vous voyez les sarments qui ne sont même pas décomposés, que vous êtes juste à côté d'une parcelle qui a été travaillée dans le respect agricole, en bio ou en biodynamie, c'est-à-dire avec bio, c'est avec un certain type donc pas de produits de synthèse, avec un certain nombre de produits autorisés. Biodynamie, il y a une réflexion qui va encore plus loin sur les énergies entre le vivant, entre la matière, utilisant uniquement des préparations à base de plantes et ou de minéraux. Donc on va vraiment très très loin dans la réflexion, utilisant aussi beaucoup les énergies astrales et les rythmes lunaires, notamment pour les travaux de sol. Quand vous voyez ça, il n'y a même pas 2 secondes, quoi. Et vous goûtez les vins, le palais se réveille. C'est-à-dire que le visuel devient très très fort. Et vous avez un ressenti de l'humain. Et donc ça a été immédiat. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance de voir ça et de le goûter.
le goûter, d'aller goûter les raisins avant vendange, entre ces types de parcelles. C'était les mêmes cépages, c'était les mêmes âges de vigne. Il y en avait un qui était en plus avec des rendements qui est bas, l'autre avec des petites sélections massales, donc parce qu'en plus on a tout le problème aujourd'hui des clones végétaux. On est en train de tuer la diversité du vivant, c'est-à-dire que avant il y avait une diversité de plants, donc vous preniez un cépage, je sais pas, comme le chenin, le muscadet, vous aviez plein de plants différents, des petites baies, des grosses baies, des petites vignes, des grandes vignes. Voilà. Aujourd'hui, la législation vous oblige quasiment à ne travailler qu'avec des sélections très particulières, à planter toutes les mêmes. On est sur des porte-greffes et là, on est en train de tuer une diversité agronomique et on est en train de la tuer consciemment parce que il n'y a pas de financement, il y a des catalogues, il y a toute une industrie derrière qui est vraiment. Quand vous voyez ça, quand vous goûtez les raisins et quand vous goûtez le vin derrière, c'est le jour et la nuit. Et mon palais, en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas goûter. Je ne savais pas goûter. Et pourtant, j'ai eu la chance d'avoir une éducation vraiment privilégiée parce que j'avais un grand-père qui était primeur. Mes parents ont toujours fait très attention aux produits qu'on avait sur la table. On a toujours, on a quand même on a bien mangé. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas goûter, que j'avais un palais tout à fait déformé. Et depuis, ça a été cette recherche. Et donc, c'est arrivé. Honnêtement, j'ai une chance incroyable. C'est arrivé dans mes 3 premiers mois de formation. Et donc, j'ai suivi les 2 parcours en parallèle. C'est-à-dire que j'ai continué à vouloir comprendre les vins conventionnels, et à vouloir les goûter, à vouloir gagner une expertise, parce que malheureusement, dans mon champ, goûter ces vins conventionnels, c'est la norme. Donc il faut savoir pouvoir les goûter, savoir pouvoir en parler, savoir pouvoir les reconnaître à l'aveugle, c'est relativement facile, pour avoir une crédibilité, pour pouvoir parler de ces autres vins qui n'avaient pas du tout de reconnaissance dans un milieu beaucoup plus large. Donc c'était immédiat. Et ça a été immédiatement, ça a été vraiment ça a été un sacerdoce, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie responsabilité pour nous, et je pense que tu es d'accord avec moi. Lorsque vous venez manger dans nos restaurants, c'est un acte très fort. On vous nourrit. Si on vous nourrit, on peut aussi vous empoisonner. Si on ne choisit pas les bons produits, je parle vraiment sérieusement, je suis vraiment derrière le mot empoisonné, c'est-à-dire que la répétition de l'absorption de certains produits, aujourd'hui, ça a vraiment des conséquences sur la santé. Et la dernière des choses que je veux, c'est quand quelqu'un vient chez moi, j'ai pas envie de l'empoisonner. Et donc c'est parti immédiatement. Donc j'ai travaillé après par la suite, j'ai voulu travailler dans des endroits et des restaurants qui s'engageaient dans la qualité des produits qu'on allait donner à notre clientèle. Donc j'ai refusé des postes dans des 3 Mac, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas cette conscience du produit. Mais par contre, donc c'était crucial pour moi dans mon travail de sommelier. Pourquoi certains collègues n'ont pas cette révélation ? Tu sembles dire que tu as eu effectivement cette compréhension assez évidente. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on est en capacité de percevoir la différence ou pas ? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a un certain confort quand même à aimer. Il y a un certain confort à aimer certains grands crus. C'est facile. C'est facile, c'est la facilité. C'est la facilité, c'est l'attendu. Et parce qu'en fait, le vin, c'est comme la nourriture, il y a énormément de projections intellectuelles. Il y a vous projeter sur la bouteille bien avant même de boire le vin. Je vous mets une bouteille je vous mets un superbe grand cru avec une bouteille, je vous dis ça coûte 1 500 € la bouteille, c'est superbe, c'est magnifique, c'est 100 points par cœur et c'est hop. Et à côté, je vous mets un vin dans une bouteille, presque, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, ça fait un peu inconsciemment. Vous allez quand même immédiatement penser que le vin avec cette belle étiquette à 1 500 € avec les 100 points, ça va être meilleur. Et il y a beaucoup de ça, et il y a pas beaucoup de volonté de se remettre en question. Alors c'est en train de changer doucement, mais sûrement. Mais une fois encore, je travaille dans une certaine... Nous travaillons, je pense, mais moi encore plus dans le vin, dans une certaine industrie du luxe, qui est très connotée en termes sociaux, qui est très connotée en termes économiques, et qui a énormément de problèmes de présupposés intellectuels lorsqu'on boit une bouteille de vin. Et après, c'est pas facile. Le problème, quand on commence à travailler avec ces vins ou avec ces produits, c'est que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Ça change d'une année sur l'autre, bien évidemment, parce qu'on a les millésimes. Ça change d'une année sur l'autre parce qu'il y a des variations de vinification. Ça change aussi quand la bouteille est faite. Et il faut vouloir accepter de travailler avec des choses qui changent. C'est pas du prêt-à-boire. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ça veut dire que vous pouvez avoir une bouteille et vous dites mince, cette bouteille, elle goûte pas bien aujourd'hui. Il va y avoir
comme c'est un vin qui évolue, c'est un vin qui est très sensible notamment aux pressions barométriques, parce qu'il y a un petit peu de gaz dans les vins. Hein, voilà. Donc c'est des vins, il faut vraiment avoir envie de les écouter et de les attendre, et il faut être patient. Et malheureusement, on est de plus en plus dans une espèce de volonté de reconquérir des rythmes lents, des rythmes naturels et tout ça, mais en termes de consommation, on est dans l'immédiateté. On n'a pas la patience d'attendre des produits qui ont été travaillés, qui ont été faits avec cette durée du temps, et on les veut juste immédiatement. Et si ça goûte pas bien, quand on les ouvre en temps de thé, c'est pas bon. Non, ça marche pas comme ça. Ce type de vin ne marche pas comme ça. Et peu de personnes aussi ont les capacités économiques de pouvoir faire de la garde et d'attendre et tout ça. Mais c'est pas impossible, c'est juste beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, se donner le temps de travail pour les mettre en place, c'est pas évident. Et il faut vouloir travailler dans les structures qui le permettent. Christophe, vous proposez dans votre restaurant des menus mystères et des bouteilles mystères. Quel en est le principe et est-ce que ça pourrait être une des raisons pour justement le fait de ne pas avoir d'a priori vis-à-vis des étiquettes Alors, je vais rebondir après ce qu'a dit aussi Pascaline. Nous, notre première révélation, c'est qu'on a été chez un vigneron qui s'appelle Babas, qui est en Anjou. Sébastien Dervieux. Sébastien... C'est pas Sébastien David. Dervieux, oui. Et puis, en fait, on est un jour, en plein mois d'août, avec nos filles, on avait été découvrir son vignoble. Et là, il nous emmène dans ses vignes, alors un plein gros cagnard, et il me dit, viens voir. Donc, on a vu 2 vignes, l'une qui était à côté, comme il disait, les feuilles étaient marron. Imaginez un champ de vigne qui était complètement cramé, noir, et une terre qui était très dure, très très dure. Et il me dit, à côté, c'est mes vignes. Il me dit, regarde. Les vignes étaient d'un vert, mais resplendissant. Les feuilles étaient vraiment superment bien pleines. Et il me dit, prends ma terre et prends la terre du voisin. Donc, prends sa terre, c'est facile à prendre, et vous la sentez. Elle sent l'humus, elle sent la cave, elle sent le champignon, comme dirait Clémence. Et on va de l'autre côté, et vous prenez cette terre. Cette terre, elle ne sent rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a plus rien. Elle est dure, déjà, il faut y aller au piocher pour la prendre. Et il n'y a plus de vie. Et à partir de là, j'ai dit, ah ouais, il se passe vraiment quelque chose. Pareil, cette découverte Et là, quand on commence à comprendre qu'il travaille avec des 500, des 501, des produits pour pouvoir dynamiser cette vigne, on se dit, il se passe vraiment quelque chose. Donc à partir de là, on a commencé à faire cette réflexion et on travaille pratiquement à 98% de vin en biodynamie Déméter, donc c'est des labels un petit peu au-dessus, pareil, où on essaye de cadrer des vins nature. Elle parle de la problématique aussi des vins nature en restauration, où effectivement il faut les attendre. C'est des vins que quand on ouvre, on ne sait pas comment ils vont être à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. Un jour, ça va pétiller, piquer, sentir des arômes. Et l'autre, le lendemain, ça va être stratosphérique. J'ai eu des émotions sur des vins. On disait, c'est énorme. Mais c'est compliqué à expliquer au client, de lui dire, vous voyez, c'est un vin qui est vivant. Il n'a pas été stabilisé, il n'a pas été... Et il faut l'accepter. Le fait de faire ces menus mystères... Dans ces différences. Et pour en parler des menus mystères, en fait, on s'est aperçu dans mon premier restaurant que les gens choisissent toujours ce qu'ils connaissent. Vous prenez toujours une référence sur votre... je vais schématiser, une coupe de champagne, un verre de Bordeaux, de Saint-Nicolas de Bourgueil, et puis un dessert, un machin, etc. Ça va être toujours sur quelque chose qui est rassurant, quelque chose qu'on connaît. Or, je me suis dit, c'est complètement bête. On a plein de vignerons de talent en France, et vous choisissez une étiquette. On a dit, on va faire autrement, on va fournir un prix établi, et puis on va vous faire découvrir. Donc notre métier, c'est de vous faire découvrir ce que vous mangez, donc vous allez découvrir quelque chose de différent. Et puis les vins, vous n'allez pas avoir d'a priori. Quand on est arrivé aussi dans le muscadet, c'est pareil. L'appellation muscadet était mal notée autrefois, et des gens avaient beaucoup d'a priori. Donc le fait de l'avoir en vue mystère, ça nous a permis de lâcher toutes ces brides et de leur faire goûter, de mettre le nez dedans, comme on dit. Et là, beaucoup de gens nous disent, c'est énorme, c'est bon, c'est quoi? C'est muscadet. Et on en a mouché, mais vous pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qu'on a pu avoir. Je me souviens d'un journaliste d'un magazine, Le Figaro, qui me dit, il arrive, il me dit tout sauf du muscadet. Et là, j'ai ma femme qui m'a dit, celui-là, il est pour moi. Oui, parce que c'est votre femme qui est sommelière. Il était avec une petite nénette et tout, sympa. Il dit non, le muscadet, c'est pas bon, non. Et là, on lui a sorti un vin des frères Perrault, qui était un millésime ancien et tout. Et il me dit, il goûte, il dit, voilà un Bourgogne, ça, c'est vraiment du vin, etc., etc. Et il fanfaronnait. Et là, on a ouvert la bouteille. Je peux vous dire le malaise qu'il y avait autour de cette table après. Il faisait moins le fanfaron après. Et c'est en fait notre grand amusement. Je sais qu'elle prend beaucoup de plaisir à faire ça et à faire découvrir. Et c'est notre métier, c'est notre devoir de faire transmettre ces choses-là.
je suis dans le Muscadet, j'ai une responsabilité en disant notre première page, alors j'ai pas de carte des vins, mais notre première découverte à faire, c'est faire ces vins de notre région, de chez nous, d'ici. De transmettre ça à nos clients. On a beaucoup de touristes, on a beaucoup de clients, et les jeunes n'ont pas d'a priori. Donc on y va, on se lâche, et du coup on fait couvrir beaucoup de vignerons. Et les vins nature, les vins en bio, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus plaisant que de sentir des notes de soufre. J'ai une fille qui réagit au soufre énormément dès qu'elle en boit une goutte. Elle a des plaques et des rougeurs tout de suite. Nous, on le sent au nez, ça nous pique au niveau de la barque et là, et c'est très révélateur. Et des vins qui sont stéréotypés, je ne veux pas vous détailler toute la chimie qui existe dans l'industrie du vin, mais on est capable de vous prendre du vin, de le faire chauffer, de détruire tout ce qui est dedans, de vous l'aromatiser avec une levure bien spécifique, qui soit constant chaque année, de vous le faire refermenter, de vous le remettre en bouteille. Ah, c'est génial, hein, c'est super, ça a le goût que vous voulez, et vous buvez ça. Malheureusement, c'est pas ça le vin. Derrière, il y a des hommes, des femmes qui travaillent la terre, et ça a de l'importance à nos yeux. Et concernant les repas, donc pourquoi avoir proposé des menus mystères systématiquement ? Toujours le même principe, c'est-à-dire que quand vous allez dans un restaurant, vous allez choisir toujours quelque chose que vous connaissez. Vous n'allez pas aller sur des choses que vous ne connaissez pas ou des a priori. Les gens disent « Ah, j'aime pas la betterave ». Non, t'aimes pas la betterave qui est sous sachet sous vide, que tu vends en grande surface, qui a goût de terre, et etc. Par contre, j'ai une betterave crapaudine qui est cuite au feu de bois, qui a un petit goût de fumée, passé en crémeux. Ça, c'est super bon. Donc, on leur fait découvrir. Et je leur dis, goûtez. Si ça vous plaît pas, vous me le dites. Et je vous change l'assiette. Mais merci d'avoir goûté. D'abord, c'est la première réponse, c'est merci d'avoir goûté, d'avoir fait cet effort-là. Ça fait combien ? 16 ans, ça fait 13 ans qu'on est ici. 15 ans, ça fait 18 ans qu'on fait Système Mystère. On l'a fait dans notre ancien restaurant. Je sais pas, Véronique va peut-être me dire 5 fois, 10 fois peut-être en tout sur 18 ans. Les gens me disent, ah non, ça je peux pas, c'est vraiment rédhibitoire. Je ne peux vraiment pas manger ça. Merci de l'avoir goûté. Voilà. Et je me souviens, j'ai une vigneronne qui m'a dit un jour, j'aime pas la tête de veau. Elle le sait pas, mais elle a mangé de la tête de veau. Je dirais pas qui c'est parce que ça restera secret, mais je lui ai fait un chromé ski de tête de veau cacahuète avec des Saint-Jacques et un crémeux de patates à l'arachide. Elle m'a dit, c'est super bon ça. T'as mangé de la tête de veau. Elle me dit ça, j'en veux tout de suite demain. Bon, bah, voilà, mais elle le sait toujours pas. Et vous, est-ce qu'il y a des produits que vous ne pouvez pas travailler ? Ah oui, alors Pascaline elle a fait un merveilleux concours qui s'appelle le MOF. Moi j'ai tenté ça aussi en 2018, de faire ce concours. J'ai été jusqu'en demi-finale, j'ai pas pu aller en finale. Et là, le sujet tombe un mercredi à midi en plein service. Et là je vois cervelle de veau. Il y a un produit. Mes parents sont pas là. Il y a un produit que je ne peux pas toucher, travailler, sentir et voir, c'est de la cervelle. Pas par le goût, ni parce que c'est de la cervelle. C'est vraiment, mes parents m'ont caché ça dans les quiches, etc. Et j'ai revu à le détecter. Et je vous dis pas, ça passait de l'autre côté. C'était une catastrophe. C'est un goût féerique, c'est un goût que j'aime pas du tout. C'est vraiment la seule chose. Et là, j'ai dit, bon, c'est le MOF. De toute façon, ça passera par la porte, par la fenêtre, machin, cru, liquide. Je le ferai parce qu'il faut se dépasser. Donc, j'ai travaillé de la cervelle de veau. C'est pas toujours bon, j'aime pas toujours ça, mais je l'ai fait. C'est le seul et unique produit que je ne peux pas faire. Et vous aviez fait quoi alors avec ? Ah, c'est une cervelle de veau panée en croûte de parmesan avec une duxelle de cèpe, des épinards, machin, etc. Et avec un Saint-Honoré de rognon de veau. Et puis une crème de chou-fleur. Enfin, c'était assez technique. Donc on avait tout ce qui allait bien, mais la cervelle de veau, je l'ai mangée. Pas dans la cervelle purée, mais je l'ai mangée plein de fois. Il y a plein de gens qui sont ici qui ont dû avoir le même discours que moi. La cervelle, les parents qui cachaient ça dans la purée ou dans la quiche, c'est pas terrible. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir à cette qualification de nature et ce mot nature ? À partir de quand avez-vous entendu parler du mot nature dans ces vins-là, Pascaline et Christophe, successivement? Est-ce que vous vous souvenez ? Parce que il faut quand même dire que ça, c'est relativement récent. Même s'il y a des occurrences dans l'histoire du vin, de l'utilisation, de la mention du terme naturel plutôt que nature d'ailleurs, la façon dont on les nomme aujourd'hui, puisque de fait le mot nature, naturel s'est imposé, est relativement récent. Vous l'avez entendu quand ? Peut-être que tu as peut-être... 95. Du vin avant moi quand même, 95, je vais pas encore de vin moi. On a quelques années d'écart. Non, mais dès 2003. Dès 2003 quand j'ai commencé, 2005. Mais c'était relativement confiné et ça a vraiment explosé. Et ça a explosé immédiatement dans la polémique, j'allais dire.
dans les années fin 2000, début 2010 sur le comté, un vin ne peut pas être naturel. Voilà, il y avait cette... Et c'est resté très longtemps dans un énorme débat creux, absolument creux, où nombre de journalistes et même nombre de sommeliers et nombre de professionnels du vin déniaient toute crédibilité à ce mouvement, juste sur cette idée que vin naturel était une contradiction dans les termes, parce que le vin ne peut pas être naturel, parce que le vin, si on laisse du jus de raisin, une baie tombe, une grappe tombe et ça fermente, ça va faire du vinaigre. Donc le vin est nécessairement culturel parce qu'il y a une connaissance humaine de transformation, une fois encore physique, qui va intervenir. Et pendant, je veux dire, une bonne dizaine d'années, ce problème conceptuel a pourri le débat. C'est-à-dire qu'on parlait de ça, donc c'est culturel, donc c'est pas vrai, donc c'est de l'intervention, donc c'est pas vrai, donc c'est pas intéressant, donc c'est des mensonges, donc c'est de la flagornerie intellectuelle, blablabla, blablabla. Il n'y avait aucune volonté de compréhension des enjeux qu'il y avait derrière. Et une fois encore, que le mot ne pouvait pas qualifier de manière posée. Je pense que les vignerons, peut-être, ont juste commencé à utiliser ce mot-là de manière tout à fait spontanée, sans se rendre compte que ça allait devenir une terminologie problématique. Mais après, quand on fait un petit peu l'historique de ce mot, vous vous rendez compte que ce mot avait déjà été utilisé de manière assez intéressante en Allemagne à la fin du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, pardon, avec une association de producteurs de vins naturels qui se défendaient contre les vins non naturels. Et à l'époque, c'était la chaptalisation. C'était les vignerons allemands qui disaient, nous, les vins sur ces coteaux de Moselle, de la Rheingau, qui sont des endroits exceptionnels à visiter, avec ces Riesling et ces peuvent concentrer les sucres. Et à l'époque, la chaptalisation, parce que le sucre devenait moins cher, commençait à faire son entrée dans les chais. Donc, les vignerons commençaient à acheter du sucre pour ajouter ça dans les mous de raisin, sachant que non seulement ça sucrait de manière un petit peu plus facile, mais ça augmentait les volumes. Donc, vous pouviez faire des vins plus sucrés avec plus de volume, mettre la même étiquette, par rapport à des vignerons qui, pour les mêmes sensations de sucrosité, allaient avoir des plus petits volumes avec du vin naturel, avec des sucres naturels. Donc la première utilisation officielle du mot naturel que j'ai trouvée, c'est ces vignerons en Allemagne qui se défendaient de ne pas ajouter ça. Et après, même à Saumur, le père Cristal, donc du Clos Cristal, que c'est un monument absolument historique de la viticulture ligérienne que peu de personnes connaissent, mais c'est quelqu'un d'absolument incroyable qui a créé un clos. C'est un clos muré, avec des murs de ciment. Et il voulait défendre le Cabernet Franc qui mûrissait pas bien dans la région de Saumur. Et ce monsieur, avec une ingéniosité incroyable, en 1879, je crois, a créé ces systèmes de murs où il mettait le pied de vigne à l'ombre au nord. La vigne passe par un trou au milieu du mur et est exposé avec son système de feuillage pour la photosynthèse au sud. Et donc, ça lui permettait de faire mûrir les raisins et sans ajouter de sucre, parce qu'il voulait faire des vins naturels, sans chaptalisation. Donc, le père Cristal défendait ça, donc c'était la technique qu'il a utilisée. Donc, ce mot est arrivé là, et après, aujourd'hui, mais c'est un mot qui pose problème. Aujourd'hui, il est davantage associé à l'adjonction de soufre, justement, dans les vins, plus que la chaptalisation. Il y a une crispation autour du soufre ajouté. Oui, alors peut-être qu'il faut dire deux mots sur les soufres, les bisulfites. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais donc les bisulfites, c'est quelque chose d'assez important. C'est un produit assez magique. C'est dérivé. Normalement, ça doit dériver du soufre, du S, okay, qui est un minéral. Un minéral. Pardon, je parle beaucoup anglais. Fondamental. Et qui est utilisé à pas mal de moments dans la viticulture. C'est utilisé sur la plante parce que ça permet de se défendre contre un certain type de champignons, donc sur la forme S. Et après, c'est utilisé dans le vin à différents moments. On l'utilise parce qu'il y a beaucoup de capacité. Et le SO2, qui est donc du bisulfite, est utilisé comme antibactérien. Donc en début de fermentation, on peut mettre un petit peu de ça
pour nettoyer le milieu levurien. Parce que voilà, les levures, on dit souvent qu'elles sont pas bonnes, les bactéries non plus, et donc on va nettoyer un peu tout ça, comme ça on va avoir des bonnes levures qui vont bien fermenter. Et après on l'utilise tout en fin de fermentation et après en mise en bouteille, là où il va avoir un pouvoir antioxydant. C'est-à-dire que ce bisulfite va capter l'oxygène. Cet oxygène ne va pas aller, je fais ça très rapidement et je ne suis pas chimiste, donc, mais ça ne va pas aller sur d'autres molécules, donc ça ne va pas oxyder ces autres molécules. Et quand vous oxydez, parce que tout le truc du vin, en fait, c'est lutter contre l'oxydation, c'est un rapport avec l'oxygène. Quand vous oxydez pas ces molécules, vous n'allez pas avoir de déviances aromatiques qui ne sont pas forcément plaisantes. Je vais vous donner un exemple assez simple. L'alcool du vin, c'est l'éthanol. Okay, quand vous oxydez l'éthanol, ça devient de l'éthanal, qui a un arôme de pomme verte. Je fais ça encore de manière très simple. Donc, si vous ne protégez pas votre vin, selon l'œnologie un petit peu moderne, vous ne mettez pas du bisulfite, votre alcool peut s'oxyder, et donc vous allez avoir un goût de pomme verte, qui n'est pas forcément, et qui va dire, non, c'est pas bon, blablabla, blablabla. Donc, on va mettre des bisulfites pour ça. La plupart des bisulfites qu'on utilise, c'est aussi des bisulfites issus de l'industrie pétrochimique. C'est ça aussi qu'on ne dit pas. On pense que c'est des soufres, mais en fait, c'est des dérivés du pétrole avec énormément de manipulations pour arriver à ce produit liquide qu'on utilise dans les vins. Et donc, le bisulfite, c'est quand même un agent vachement efficace, c'est super facile et ça permet aux vignerons de bien dormir la nuit. Donc, il ne faut pas hésiter, on en met. Et lorsqu'on en met sur des mous de raisin ou dans des vins qui sont des vins relativement fragiles, plus on en met, plus on va en mettre. Donc, on est dans une espèce d'escalation, c'est très français ça. D'escalade. Et voilà, donc ça fait partie de cette. Mais c'est un des additifs qui est aujourd'hui très critiqué, mais c'est aussi que le mouvement des vins nature se permet de ne pas utiliser ou de n'utiliser qu'à la mise en bouteille, parce qu'il faut bien se dire un truc. Et toi, tu as quand même un avantage par rapport à moi. C'est-à-dire que moi, je travaille à New York et je fais voyager les vins. Les vins voyagent. Les vins n'ont jamais autant voyagé. Les produits n'ont jamais autant voyagé. Avant, on mangeait vraiment localement. Le vin était fait même dans la petite vigne derrière et les produits étaient faits là. Aujourd'hui, on transporte les vins. C'est en termes de conséquences sur les goûts et les structures, c'est très, très important et ça change les bouteilles, ça change les vins. C'est par exemple l'histoire du Madère. Un jour, si vous lisez l'histoire du Madère, c'est un truc assez incroyable pour l'histoire des voyages. Et donc, on va mettre un petit peu de cette molécule pour permettre aussi au vin de voyager, mais dans les excès. Mais il y a d'autres choses qu'on peut mettre, et c'est aujourd'hui le problème notamment des pseudo-vins sans soufre il y a techniques. D'autres méthodes. Il y a plein d'autres méthodes, avec des choses bien pires que les sulfites qu'on ajoute, des produits notamment qui demandent des licences parce que c'est cancérigène et que vous ne pouvez pas les toucher avec la peau, avec la main nue par exemple. Donc vous mettez ça dans les vins, ça disparaît, vous êtes bien content. Et ça, il y a une espèce de. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette question des sulfites est une question très importante. Mais pour moi, c'est une question qui, malheureusement, a été, une fois encore, comme ce problème conceptuel du mot nature, cache et, en fait, et même utilisé, je pense, par les combattants, les opposants à tout ce mouvement pour cacher tout le reste, qui est bien plus fondamental en termes de réflexion. Donc, oui, donc les vins nature, normalement, la définition, il y a une amie à moi qui a cette définition que j'aime beaucoup, c'est rien d'enlever, rien d'ajouter. Voilà, c'est une définition que j'aime beaucoup pour les vins nature. La cuisine nature se fait donc elle commence sur le terrain. Et c'est pour cette raison que, Christophe François, vous emmenez aussi vos employés sur le terrain. Oui, c'est vrai ça. Pareil que pour la vigne aussi, quand vous avez un sommelier, etc., je crois que la base, c'est le raisin, déjà, comment c'est fait, pour comprendre tout le chemin pour arriver jusqu'à la bouteille. Pour la restauration, enfin pour la cuisine, c'est la même chose. J'ai des apprentis qui sont avec nous, qui travaillent très très bien. Et je leur ai dit, mais est-ce que c'était la période des champignons, est-ce que vous savez comment c'est fait un cep? Est-ce que vous avez déjà ramassé un cep? Il me dit non, mes parents m'ont jamais emmené ramasser des cèpes. Donc on s'est pris avec des petits paniers, nos petits couteaux au Pinel, et on est partis tous bras dessus bas dessous chercher à cette forêt du Gavre qui est à côté de chez nous des cèpes.
Et on a été leur expliquer qu'est-ce que c'était la nature, donc tel champignon, telle chose. Le passé qu'on m'a appris, je l'ai transmis aussi à mes employés pour pouvoir qu'ils puissent après goûter telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On a ramené tous nos petits champignons, on les a mangés ensemble, etc. C'est très intéressant. Je pense que on le fait de plus en plus. Je l'ai fait avec le sel. Le sel, comment c'est fait, la fleur de sel, comment on l'accueille, etc. Il faut pouvoir, après, pour pouvoir transmettre et expliquer à nos clients, sans leur prendre un petit peu trop technique, mais leur dire voilà, c'est fait comme ci, comme ça, en 2-3 mots, et pour pouvoir comprendre que c'est pas qu'un seul paquet qu'on ouvre et qu'on se sert derrière. Donc on essaye un maximum de faire cette chose-là. Le miel, c'est pareil, on travaille avec un apiculteur, on a été avec les filles, on a revêtu les combinaisons, et puis on a été sur les ruches, ouvrir les cadres, goûter le miel directement sur le cadre, pour voir que on ouvre l'opercule et c'est derrière. Et comment ça se passe pour faire du miel, quels sont le processus, comment ça se passe. Les abeilles sont des magiciennes et des super ouvrières. Donc on essaye un maximum d'expliquer ça à nos employés et puis aux clients, pourquoi on travaille comme ça et comment on fait pour aller. De voir sur le terrain, je pense que c'est la base, de connaître avant pour pouvoir qu'on puisse faire après. Donc vous parliez tout à l'heure de travailler les produits dans leur entier, de façon presque holistique, donc globale. Ça, la globalité, précisément, c'est quelque chose qui est importante pour vous ? Oui, je le vois. J'aime pas jeter. C'est une chose qui me gêne toujours pour des questions de... Ici, nous, on a tout ce qu'il faut. Il y a des endroits, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc, jeter quelque chose parce qu'il est un petit peu flétri, etc., non, je trouve ça bête. Ou on achète des pommes qui sont moches. Je vais mon maraîcher, j'ai des pommes qui sont des calibres, hors calibre. Je suis très content de les avoir et de les proposer un truc. Les champignons, par exemple, quand on a un champignon qui est un petit peu flétri, j'en fais une poudre, je le fais sécher, j'en fais une poudre, et puis après, je me permets de booster ça sur mon plat. En plus, vous retirez l'eau, vous avez un maximum de saveur, et donc, vous boostez les goûts. Et on essaye de plus en plus. On n'est pas parfait, je le dis bien, c'est du progrès, c'est petit à petit des choses qui se mettent en place. J'achète pas tout bio, j'achète pas tout, et pour ma part aussi, c'est du bio qui vient d'Espagne, ça n'a aucun intérêt. Je préfère acheter à mon petit producteur qui est à côté de chez moi, qui fait peut-être pas tout bio, etc., mais qui essaye de... Alors, raisonner, c'est un mot qui est un grand mot, mais qui essaye de faire le plus propre possible, mais il est à côté de chez moi, et il essaye aussi, lui, de s'améliorer. On peut essayer de faire tous mieux. On essaye de faire dans le bon sens, toujours trouver cette part des choses entre ce qui est raisonnable et déraisonnable. Est-ce qu'il y a des produits nobles dans la cuisine ? Alors, pareil pour moi, la définition d'un cuisinier, c'est quelqu'un qui est capable de travailler un produit de base et le rendre intéressant. N'importe qui dans cette salle est capable de prendre un homard, un turbo, le mettre dans une poêle, mettre du beurre et de le cuire. On va dire c'est un produit noble, il n'y a pas de travail. Par contre, quelqu'un on va lui donner une sardine, un chinchard, un mulet, quelque chose qu'on veut pas, un taco, un produit qui est dit pas noble, où on va pas l'utiliser. Et actuellement, j'ai des gros lieux noirs. Je travaille avec des très gros lieux noirs parce que vous êtes un gros pêcheur aussi. Je suis pêcheur cuisinier, c'est comme ça. Un pêcheur assidu. C'est ça, ma définition, c'est pêcheur cuisinier, et j'aime autant la cuisine que la pêche. Bien sûr, il n'y a pas de poisson que je pêche qui rentre dans ma cuisine, ça c'est aussi une éthique, parce que je veux pas qu'on rentre dans les trucs braconnage. Donc je pêche et je relâche beaucoup de poissons. Et donc il y a des poissons comme ça, comme le lieu noir, un gros lieu noir, un beau de lieu noir, quand vous faites paner avec des épices et que vous allez le cuisiner correctement, c'est très bon. Beaucoup de gens me disent ah non, le lieu noir je mange pas ça. Ou du mulet, on a du mulet en Loire, c'est très bon le mulet en Loire. Par contre il faut l'utiliser l'hiver, pas l'été, parce que l'été il se gave d'algues qui lui donnent un goût de vase, et c'est pour ça que c'est un goût qui est pas terrible. Par contre l'été l'eau est oxygénée, etc. L'hiver l'eau est oxygénée, etc. Donc on peut avoir des poissons de qualité. À quel moment vous avez vu arriver chez vos collègues l'idée d'une forme de respect à l'endroit des choses de la nature? C'est très tendance actuellement. On vient de voir. Et de quelle manière? On vient de voir Michelin qui vient de décerner des étoiles vertes d'ailleurs pour ça. On parlait des vins nature. Moi, je pense que la découverte des vins nature, ça a été dans les années 98 où j'ai commencé à entendre des choses comme de la biodynamique. On parlait des 500. C'est là qu'on a commencé à arriver ces choses. C'est vrai que les vins nature au départ étaient pas les mêmes que maintenant. On a eu beaucoup au niveau des définitions de ce qu'on appelle des réductions, des goûts de souris, des goûts qui étaient
n'était pas franc et net, parce que je pense que c'était un peu brouillon, ça s'est calmé. Moi, je travaillais avec un vigneron qui était du côté de Janières, où j'étais obligé de stabiliser mes vins dans la chambre froide à 3 degrés, parce que c'était pas stabilisé. Dès qu'on les sortait dehors, ça repartait en fermentation, ça bullait. Mais bon, c'était le jeu. Voilà, fallait le faire le truc. Mais par contre, quand c'était bon, c'était excellent, quoi. Donc cette alimentation qui est changeante, c'est quelque chose qui est assez récent. Et je pense qu'on on parlait de marketing. Je pense qu'aussi c'est un côté qui est très marketing, de pouvoir se mettre en avant avec ce côté nature fait vendre aussi. Alors, est-ce qu'on est obligé de le marquer ? Est-ce qu'on est obligé encore de se justifier, de dire je fais ça et de le montrer, de dire bah oui, mais moi je vais acheter par petit producteur. Je lisais un article sur un truc internet où des chefs, quand ils perdent leur étoile, il faut qu'ils aillent absolument chercher le producteur qui est star. J'aime pas le mot star. Le mot star parce que c'est lui qui est en connexion avec ces gars comme Michelin, etc. Où il faut travailler avec lui pour être mis en avant. Il y a plein de gens qui sont de talent. On n'est pas obligé de le dire. On n'est pas obligé de faites-le. Tout simplement, faites-le. Mais il y a plein de gens. On dit il y en a qui pensent et d'autres qui font. Moi, je préfère le faire et puis c'est tout. J'ai pas besoin de me justifier. C'est pas à moi de dire je fais ci, je fais ça. Je dois le montrer. Je le fais. Et ça se sait ? Ça se goûte. Tout simplement, c'est le goût. Voilà, vous le goûtez, vous dites ah bah c'est super bon, bah ouais voilà c'est bon. Vous travaillez de la vive, pareil. Moi j'essaye de travailler des morceaux qui sont dits pas nobles. On parle de poissons, j'adore les poissons. De la vive. Si un jour vous avez l'occasion d'acheter des grosses vives, vous les levez en filet. Autrefois les poissonniers malhonnêtes faisaient passer ça pour du filet de sol parce que ça a la même couleur, ça a la même blancheur, ça a la même texture. Mais quand vous mangez du filet de vive doré au beurre, c'est super bon. Est-ce que ça s'aborde avec l'intellect, la nourriture, solide ou liquide ? Les deux sont complémentaires. Je pense que manger et boire, c'est des deux grands plaisirs sur la terre qui sont magnifiques. Je ne pense pas qu'on peut que manger, que boire. Il faut les deux. Et c'est indispensable. Pour moi, je peux pas manger, je peux pas boire sans manger. Je peux pas manger sans boire. Pascaline, je pensais plus précisément aux façons effectivement d'aborder ce type de vin. Est-ce que ça s'aborde véritablement, spécifiquement avec l'essence, ou est-ce que ça nécessite un travail préalable d'apprentissage ? Ça nécessite un travail de désapprentissage. C'est malheureusement, une fois encore, parce qu'on est confronté le sens du goût est un sens qui est peu usité dans la vie quotidienne parce qu'il a perdu l'intérêt animal qu'il avait de nous préserver, notamment de l'empoisonnement. Donc on doit désapprendre à goûter pour réapprendre à goûter. Tout le monde en est capable. Et c'est vraiment le travail que je fais au restaurant. C'est vraiment essayer de faire goûter quelque chose à une personne dans un temps T, dans un contexte très particulier, généralement social, où la personne n'est pas forcément là pour apprendre. J'ai pas un restaurant où les gens viennent apprendre. J'ai pas un restaurant conceptuel comme d'autres restaurants non plus, qui peut être un petit peu comme ça. Mais mon travail à toute l'état avec tous mes clients, c'est de leur faire ressentir quelque chose qu'ils ont oublié. Une émotion qui va par la suite me mener à mais j'ai vraiment jamais ressenti ça. Je pensais pas que je pouvais goûter ça. Et ce goûter ça va devenir une vraie porte de réflexion. Enfin, je disais, il y a cette citation de Proust qui dit il n'y a pas de nouveaux paysages, il y a des nouveaux yeux. C'est un peu ça en fait. Et il y a une telle puissance intérieure du palais qui a été oubliée que ça, c'est mon travail. Mais je travaille sur presque le pur reptilien. Parce que si je vous disais, j'ai essayé, et en plus, une fois encore, mon travail, c'est un travail de mots. Les concours de sommellerie, les tests, tout ça, c'est des mots, c'est des concepts, c'est des grilles de lecture et d'analyse. Et moi, je suis pas poète, je suis assez pragmatique sur boum. Je vais pouvoir essayer de vous décrire un vin de la plus belle des façons. Ça n'aura jamais le même effet que lorsque vous allez le boire. Et donc, j'ai vraiment arrêté d'essayer de parler du vin quand je travaille, mais j'ai vraiment essayé d'écouter la personne pour essayer de comprendre l'état psychologique, la volonté esthétique, le passé émotionnel. J'ai pas longtemps pour faire ça en salle. C'est ce que j'essaye de comprendre pour faire en sorte de trouver
la bouteille, qui à ce moment T, peut faire ressentir quelque chose qui par la suite sera intellectualisé par la personne. Mais je ne le fais pas au travers de mots. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marchera à travers de la pure sensation qui va par la suite activer à la fois la sensation, il y aura l'intuition, et après vraiment, je pense que quand c'est vraiment fort, il y a une volonté de comprendre. Et là, va y avoir, mais d'où ça vient ? Pourquoi c'est comme ça ? Et là, on intellectualise, et là, on commence à y mettre des mots, et là, après, c'est parti. Et une fois que vous avez commencé, et je vois avec mes clients au restaurant, hein, une fois que vous avez commencé ça, c'est vraiment, c'est parti. Vous ne revenez plus en arrière. Je les vois, mes clients. Je vois ce qu'ils boivent. Je vois la façon dont les palais ont évolué. C'est quelque chose de tellement satisfaisant parce que, 1, ça vous fait plaisir. 2, le corps le ressent. Votre corps va avoir une sensation de satiété. Et c'est là que ta réflexion sur manger avec parcimonie, hein, on n'a pas besoin de beaucoup pour être satisfait, en fait. Quand on prend des produits de très belle qualité, plein de nutriments et tout, le goût sera là, mais la satisfaction physique de l'absorption sera aussi absolument cruciale dans ce rapport au corps. Il ne faut pas oublier que nous, on travaille avec le corps, hein, le corps entier. Donc, il y aura la satisfaction totale qui, par la suite, évidemment, sera intellectualisée parce qu'en plus, je participe d'un mouvement incroyable de réappropriation, de respect de la nature. Enfin, derrière, on peut mettre toutes les valeurs qu'on veut, on peut mettre toutes les dimensions écologiques et sociales et tout ça. Mais il y a ça. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on travaille aussi dans des corps de métier qui ont été beaucoup trop intellectualisés. Mais il fallait passer par ça pour maintenant refaire le travail à l'envers. Mais je suppose que toi, tu es comme moi, quand tu parles, tu ne vas pas dire 15 milliards de trucs à une personne pour essayer de... Ouais, en fait, on ne doit pas prendre la tête aux gens avec tous nos trucs techniques parce que ça ne les intéresse pas et c'est pas ça le truc. Le but, c'est l'émotion. On a un souvenir un jour d'être au Georges V avec Enrico Bernardo. Il nous sort un vin pour le dessert, un Moscatelai, un vin hongrois qui est assez rare quand même. Et ce vin, je l'ai encore des années et des années, je suis capable de le décrire. Exactement le goût, on me le fait goûter à l'aveugle, je suis capable de le décrire parce qu'il est resté ancré dans ma mémoire. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on était dans les salons à Angers et autres par endroits. Au Grenier Saint-Jean, on a goûté un petit vigneron, il a toute petite production de rien du tout. J'ai goûté son chenin et là j'ai fait waouh, extraordinaire. Il s'est passé plein de choses dans le corps. Boum, boum, boum. J'ai dit j'en veux. Ça c'est absolument, il faut qu'on travaille ensemble parce que ça m'a. L'émotion, elle a été instantanée. On ressent, c'est ça que je veux, c'est mon goût, c'est ce que je veux. On parle de mémoire. Moi, j'ai une phrase qui dit le goût de la mémoire ou la mémoire du goût. C'est une chose que quand vous allez quelque part, vous avez dit autrefois j'ai mangé tel produit chez mes grands-parents et j'aimerais retrouver ça. Vous le retrouverez jamais parce qu'il y a le côté affectif aussi. C'est ce côté mémoire du goût que les gens n'oublient pas. Pour le vin, c'est pareil. Pour la nourriture, c'est pareil. Une fois qu'on a mangé quelque chose avec quelqu'un qu'on aime bien, une personne, une période, etc., il reste gravé. Et ça, c'est magique. C'est vraiment super. C'est pour ça que mon histoire de bouteille que j'ai chez moi, c'est quand j'ai les gens que j'aime bien, où j'ai passé un bon moment, elles resteront gravées, mais elles resteront gravées aussi physiques là-haut. Et toutes ces bouteilles qu'on a goûtées, Pascaline est sommelière, elle connaît ça, ces émotions, elle les a ancrées dans son petit disque dur à elle, et elle est capable de les ressortir en disant j'ai bu ça, ce moment-là, et ce vin, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est magique.